À 15 ans, Moussa était ce qu'on appelle un fils de l'ombre. Maigre, les épaules voûtées par un fardeau invisible, il marchait toujours en rasant les murs des cases en terre cuite. Son père était mort en mer 10 ans plus tôt, avalé par une vague scélérate, ne laissant derrière lui qu'une pirogue vermoulue et des filets pleins de trous. Depuis ce jour, Moussa était devenu l'homme de la maison. Un titre trop lourd pour ses frêles épaules. Chaque matin, avant même que le soleil ne déchire l'horizon de ses premiers rayons sanglants, Moussa était déjà sur la plage, pendant que les autres hommes, forts et bruyants, préparaient leurs grands moteurs et leurs filets neufs en riant. Moussa, lui, poussait sa petite barque silencieuse vers l'eau noire. « Hé, Moussa !» cria un jour Idriss, le fils du chef du village, en lui jetant une tête de poisson mort qui atterrit à ses pieds. « Tu vas encore pêcher des algues aujourd'hui ? Fais attention de ne pas attraper une sirène, elle te trouverait trop laid. » Les rires des autres pêcheurs éclatèrent comme du tonnerre. Moussa ne répondit pas. Il serra les dents si fort que sa mâchoire lui fit mal. Il ramassa la tête de poisson, non pas pour la jeter, mais pour l'utiliser comme appât. L'humiliation était un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre. Sa mère, malade et couchée sur une natte dans leur case sombre, avait besoin de manger. Ce jour-là, comme les précédents, fut un échec cuisant. Moussa passa 10 heures sous un soleil de plomb. Sa peau brûlait, ses lèvres étaient gercées par le sel. Il lança son filet 100 fois. 100 fois, il le remonta vide. Pas un capitaine, pas une sardine. Même les crabes semblaient fuir sa zone. C'était comme si l'océan lui-même le rejetait, comme si une malédiction invisible flottait autour de sa pirogue, repoussant la vie. Le soir tombait. Le ciel virait au violet sombre, annonçant l'approche de la nuit. Les autres pirogues rentraient déjà, chargées de poissons argentés qui scintillaient comme des trésors. Moussa entendait les chants de joie au loin sur la rive. Il regarda le fond de sa barque, rien, juste un peu d'eau saumâtre. Il imagina le regard de sa mère quand il rentrerait les mains vides. Ce regard qui ne jugeait pas, mais qui s'éteignait un peu plus chaque jour. « Pourquoi ?» murmura Moussa, la voix brisée en regardant le ciel vide. « Qu'ai-je fait aux ancêtres? Pourquoi m'avez-vous maudit? Je veux juste vivre. Je ne demande pas de palais, juste de quoi remplir une assiette. » Une rage sourde, froide et dangereuse monta en lui. Ce n'était plus de la tristesse, c'était du désespoir. Au lieu de ramer vers la rive, Moussa tourna le dos au village. Il commença à ramer vers le large, vers la fosse du diable. C'était une zone interdite par les anciens. On disait que les courants y étaient, meurtriers, et que des esprits y rôdaient une fois le soleil couché. Mais Moussa s'en fichait. Mieux valait mourir noyé que de rentrer une nouvelle fois dans la honte. Il arriva au-dessus de la fosse alors que la lune était cachée par des nuages épais. L'eau ici était différente. Elle était calme, trop calme. Une huile noire, dense, qui ne reflétait rien. Le silence était total, pas un oiseau, pas le bruit du vent. Juste le battement de son propre cœur dans ses tempes. Il se leva, vacillant sur ses jambes maigres, et lança son filet une dernière fois. Le geste était désespéré, violent. Le filet s'enfonça dans les ténèbres liquides avec un petit plouf discret. Moussa attendit. 1 minute. 10 minutes. Soudain, une secousse, violente. La corde lui brûla les mains. La pirogue tangua dangereusement, manquant de se renverser. Le cœur de Moussa bondit dans sa poitrine. Un gros poisson? Un requin? Il tira. C'était lourd. Incroyablement lourd. Comme s'il tirait le fond de l'océan lui-même. Il planta ses pieds nus dans le bois humide de la barque, ses muscles tétanisés par l'effort. Il grogna, tirant centimètre par centimètre. « Je ne te lâcherai pas !» hurla-t-il à l'eau noire. Le filet commença à émerger, mais il n'y avait pas de mouvement frénétique, pas de queue qui battait l'eau, juste une masse inerte. Moussa tira le filet à bord et s'effondra en arrière, le souffle court. Il alluma sa petite lampe à pétrole. La lumière jaune et tremblotante éclaira sa prise. Il n'y avait pas de poisson. Le filet était rempli de vases noirs, d'algues gluantes qui sentaient le soufre et de vieux débris. Moussa sentit les larmes monter. Il avait risqué sa vie pour de la boue. Il prit son couteau pour couper les mailles et rejeter cette saleté à l'eau. C'est là qu'il le vit. Au milieu de la boue noire, quelque chose brillait. Ce n'était pas l'éclat doré de l'or, ni l'éclat blanc de l'argent. C'était une lueur, violette, faible, pulsante, hypnotique. Moussa approcha sa main, hésitant. Il écarta les algues. C'était un bracelet. Il était large, lourd, forgé dans un métal qu'il n'avait jamais vu. Noir comme la nuit sans lune, mais traversé de veines qui semblaient bouger. Et incrusté dans ce métal, il y avait 7 pierres, 7 gemmes d'un violet profond qui semblaient le regarder comme des yeux.
Au moment où les doigts de Moussa effleurèrent le métal froid, le vent se leva brusquement. Un coup de vent glacial qui éteignit sa lampe à pétrole, le plongeant dans l'obscurité totale. Sauf pour le bracelet. Lui, il brillait encore plus fort dans le noir. Dans ce silence terrifiant au milieu de l'océan, Moussa crut entendre une voix. Pas dans ses oreilles, mais directement dans son crâne. Une voix douce, féminine, qui ressemblait au bruit de la soie qu'on déchire. « Tu as assez souffert, mon enfant. Prends !» Moussa aurait dû avoir peur. Son instinct de survie hurlait de jeter cette chose et de fuir. Mais sa faim parlait plus fort. Sa haine de la pauvreté parlait plus fort. Il prit le bracelet. Il était froid comme de la glace. Mais dès qu'il le tint dans sa paume, une chaleur intense remonta le long de son bras, comme une injection d'adrénaline pure. Il se sentit soudain puissant, invincible. Tremblant, il glissa le bracelet à son poignet gauche. Il s'ajusta instantanément, se resserrant autour de sa chair, comme s'il avait été fait sur mesure. Moussa sentit une piqûre, brève mais vive, comme si le métal avait goûté son sang. Puis, le calme revint. La lune sortit des nuages, éclairant la mer d'une lumière argentée. Moussa regarda son poignet. Le bracelet était magnifique. Il avait l'air royal. Étrangement, il ne se sentait plus fatigué. Il empoigna ses rames. Il avait l'impression que ses bras avaient doublé de volume. Il rama vers le village avec une vigueur qu'il n'avait jamais eue, fendant les vagues comme un hors-bord. Il rentra au village tard dans la nuit. Tout était calme. En passant devant la case d'Idriss, le garçon qui l'avait humilié le matin même, Moussa s'arrêta. Il regarda la maison. Une pensée sombre traversa son esprit. « Tu ne riras plus jamais de moi ». À cet instant précis, un chien qui dormait devant la porte d'Idriss se réveilla, hurla à la mort en voyant Moussa et s'enfuit en gémissant, la queue entre les jambes. Moussa sourit, un sourire nouveau, un sourire qui ne lui ressemblait pas. Il entra dans sa case où sa mère dormait. Il s'allongea sur sa natte. Le bracelet, dans l'obscurité, émettait une douce pulsation contre son poignet. Boum, 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 comme un deuxième cœur. Moussa ferma les yeux, s'attendant à dormir. Mais cette nuit-là, pour la première fois, il ne fut pas seul dans ses rêves. Le lendemain matin, Moussa ne se réveilla pas comme d'habitude. Il n'y avait pas cette lourdeur dans les membres, pas cette boule au ventre causée par la peur du lendemain. Il ouvrit les yeux et se sentit électrique. C'était comme si quelqu'un avait remplacé son sang par du mercure liquide. Ses sens étaient décuplés. Il entendait le bourdonnement d'une mouche à l'autre bout de la case. Il voyait les grains de poussière danser dans le rayon de soleil avec une netteté effrayante. Il regarda son poignet. Le bracelet était toujours là. À la lumière du jour, il semblait moins menaçant, presque un bijou royal. Le métal noir absorbait la lumière au lieu de la refléter. Moussa essaya de l'enlever pour se laver. Il tira. Rien. Il tira plus fort, utilisant du savon. Impossible. Le bracelet ne bougeait pas d'un millimètre. Il ne serrait pas, il ne faisait pas mal, mais il était fusionné. La peau autour du métal était légèrement rouge, comme si le bracelet avait pris racine dans sa chair. Une petite voix rationnelle au fond de lui hurla « Coupe-le, prends une machette et brise-le » Mais une autre voix, plus forte, plus suave, celle de la veille, chuchota « Pourquoi rejeter ce qui te rend fort ?» Moussa sortit. Sa mère était assise devant la case, triant des herbes. Elle leva les yeux et se figea. « Moussa » dit-elle, hésitante. « Tu as l'air différent. Tu as grandi dans la nuit ?» Moussa sourit. Pas son sourire timide d'avant. Un sourire carnassier. « Non, maman. Je me suis juste réveillée. » Il se rendit au marché aux poissons. D'habitude, il y allait pour mendier des restes ou vendre ses maigres prises. Aujourd'hui, il marchait la tête haute, le torse bombé. Il s'approcha du grand grossiste, un homme ventripotent nommé Vieux Doudou qui arnaquait tous les pêcheurs. Vieux Doudou riait avec ses employés. Il vit Moussa approcher et commença à se moquer. « Tiens, le roi des algues est là. Tu veux me vendre des crevettes imaginaires, petit ?» Moussa le fixa. Et là, quelque chose d'étrange se produisit. Dans l'esprit de Moussa, les chiffres commencèrent à défiler. Il regarda les caisses de poissons de Doudou et instantanément, il sut. Il ne savait pas comment, mais il savait tout. Le poids exact, le prix d'achat, la marge et même le fait que le poisson du fond était avarié. C'était comme si le bracelet lui murmurait les secrets du monde. « Je ne suis pas venu vendre, » dit Moussa d'une voix calme qui coupa net les rires. « Je suis venu te proposer un marché. Le chargement de carpes rouges qui arrive de la ville voisine à midi, je sais qu'il est bloqué sur la route. Tu n'auras rien à vendre ce soir. » Doudou écarquilla les yeux. Personne ne savait ça. Il venait juste de recevoir l'appel. « Comment tu
Mais je sais où trouver un banc de capitaine géant, à 2 heures d'ici, près de la Roche Noire. Prête-moi ton plus grand bateau et ton équipe. Je te ramène la prise. On partage 50-50. Tu es fou? La Roche Noire est vide depuis des années. Regarde-moi, Doudou. Ai-je l'air de blaguer? Il y avait une telle autorité dans le regard de Moussa, une telle lueur violette au fond de ses pupilles, que le vieux commerçant, terrifié sans savoir pourquoi, accepta. Ce soir-là, le bateau revint si chargé qu'il menaçait de couler. C'était la pêche miraculeuse, des poissons énormes, d'une qualité rare. Moussa rentra chez lui avec une liasse de billets épaisse comme une brique. Plus d'argent qu'il n'en avait vu en toute une vie. Il jeta l'argent sur la natte de sa mère. Elle pleura de joie, remerciant Allah, les ancêtres, les esprits. Moussa ne pria pas, il savait qui remercier. Il caressa le métal froid à son poignet. Les semaines passèrent, la transformation fut fulgurante. Moussa refit la toiture, puis il acheta le terrain voisin, puis il construisit une maison en ciment. Son intelligence devint légendaire. Il investissait dans le transport, l'immobilier. Tout ce qu'il touchait se transformait en or. Les gens qui le méprisaient venaient maintenant lui demander conseil. Les filles qui l'ignoraient lui faisaient des sourires langoureux. Mais Moussa ne souriait plus vraiment. Il devenait froid, arrogant. Il regardait ses anciens amis pêcheurs comme des insectes. Pourquoi sont-ils pauvres, pensait-il? Parce qu'ils sont faibles. Il oubliait qu'il était comme eux 2 mois plus tôt. Le bracelet ne donnait pas seulement de l'argent. Il mangeait l'empathie. Et puis, il y eut les nuits. Ah, les nuits. Au début, ça était juste des rêves flous. Mais à mesure que sa richesse grandissait, la présence devenait physique. La nuit de ses 20 ans, alors qu'il dormait dans sa nouvelle chambre climatisée, il sentit un poids sur sa poitrine, une paralysie du sommeil. Il ne pouvait pas bouger, ni crier. Il ouvrit les yeux dans la pénombre. Elle était là, assise à califourchon sur lui. Ce n'était pas une femme humaine. Sa peau était lisse et sombre, comme le fond de l'abysse. Ses cheveux flottaient autour de sa tête, comme s'ils étaient sous l'eau. Défiant la gravité, elle portait des bijoux qui ressemblaient à des écailles. Mais c'étaient ses yeux qui captaient tout. 2 orbes violets, brillants, identiques aux pierres de son bracelet. Moussa voulait hurler de terreur, mais son corps, traître, réagissait autrement. Il était fasciné. Elle pencha son visage vers le sien. Elle sentait l'iode, le jasmin et le sang-froid. « Tu aimes ta nouvelle vie, Moussa ?» Sa voix ne passait pas par ses oreilles. Elle résonnait dans ses os. Moussa réussit à articuler, la gorge sèche. « Et qui es-tu » Elle sourit. Ses dents étaient pointues, comme celles d'un piranha, mais son sourire était d'une beauté à couper le souffle. « Je suis ta bienfaitrice. Je suis la dame des eaux profondes. Je suis celle qui t'a choisi. » Elle passa un ongle long et effilé sur le torse de Moussa, laissant une traînée glacée. « Je te donne le monde, Moussa. Le jour t'appartient. »« Et en échange ?» demanda-t-il, tremblant. Son sourire s'élargit. « La nuit est à moi. Et tout ce que tu créeras par amour sera à moi. » Moussa ne comprit pas la phrase. Tout ce que tu créeras par amour. Son esprit, aveuglé par le désir et la peur, ne chercha pas à analyser. Cette nuit-là, ils s'unirent. Ce n'était pas un acte d'amour, c'était un transfert d'énergie. C'était violent, froid, et pourtant, c'était l'extase la plus pure que Moussa ait jamais ressentie. Il avait l'impression qu'elle lui injectait de la puissance pure, tout en aspirant une partie de son humanité. Au matin, elle avait disparu. Moussa se réveilla seul. Il se sentait vidé, épuisé, comme s'il avait couru un marathon. Il avait des marques bleues sur le torse. Il se traîna jusqu'au miroir. Il avait l'air plus vieux. Ses yeux étaient cernés. Mais quand il regarda son compte bancaire sur son téléphone, il vit qu'un investissement risqué avait triplé de valeur pendant la nuit. Il regarda son reflet. « C'est le prix, dit-il à son image. Juste des cauchemars. Je peux gérer ça. Je suis riche, je suis puissant. » Il ne savait pas que la création par amour, dont elle parlait, n'était pas de l'art ou des entreprises. Il allait bientôt rencontrer Fatou et le véritable piège allait se refermer. Moussa avait 23 ans et il possédait la moitié de la ville. Il avait échangé sa case en tôle contre une villa blanche face à la mer, entourée de murs hauts surmontés de barbelés électriques. Il avait des gardes, des serviteurs, des chauffeurs. Mais Moussa découvrit une vérité cruelle. Le lit le plus cher du monde ne garantit pas le sommeil. Et la maison la plus remplie peut être la plus vide. Les visites nocturnes de la femme de nuit s'étaient espacées. Elle venait moins souvent, comme si elle était gavée, satisfaite de la richesse qu'il accumulait. Moussa commença à se détendre. Il se disait « C'est fini. J'ai payé le prix avec ma peur.
Maintenant, je peux vivre. Il avait faim de normalité. Il voulait ce que l'argent ne pouvait pas acheter. Un regard sincère. Toutes les femmes qu'il rencontrait regardaient son poignet. Sa montre en or, sa voiture. Aucune ne regardait Moussa. Et puis, il rencontra Fatou. Ce n'était pas dans un gala de luxe, mais à la sortie d'une petite école primaire du quartier populaire. Elle était institutrice. Elle portait un voile coloré simple et avait un visage d'une douceur qui désarmait l'âme. Moussa avait failli la renverser. Avec son 4x4, il était sorti pour s'excuser ou pour l'impressionner avec son argent. Mais Fatou ne l'avait même pas laissé parler. « Vous croyez que la route vous appartient parce que votre voiture est grosse ?» lui avait-elle lancé, les yeux pétillants de colère juste. « Ici, ce sont des enfants qui marchent. Votre argent ne remplacera jamais une jambe cassée. » Moussa était resté bouche bée. C'était la première fois depuis 3 ans que quelqu'un lui parlait sans trembler ou sans essayer de le séduire. Il tomba amoureux à cet instant précis, brutalement, irrévocablement. Il fit tout pour la conquérir, mais pas avec des cadeaux. Fatou refusa ses bijoux. « Je ne suis pas à vendre, Moussa, » disait-elle. Il dut la conquérir avec son cœur. Il réapprit à être simple. Il venait la voir à pied. Il parlait pendant des heures sous l'arbre à palabres. Pour la première fois, Moussa oubliait le bracelet. Il oubliait la femme de nuit. Avec Fatou, il se sentait chaud. Il se sentait humain. Quand Fatou accepta enfin de l'épouser, Moussa pleura. De vraies larmes. Il pensa, l'amour est plus fort que la magie. Fatou est ma lumière. Elle chassera les ombres. Pauvre fou. Il avait oublié la clause du contrat. Tout ce que tu créeras par amour sera à moi. Le mariage fut l'événement de la décennie. Tout le village était invité. On tua 10 bœufs. Les griots chantèrent les louanges de Moussa, l'enfant béni des eaux. Fatou était resplendissante dans son boubou blanc et or. Mais durant la nuit de noces, alors que Moussa tenait sa femme dans ses bras, savourant ce bonheur pur, il sentit une vibration à son poignet. Légère, presque imperceptible, comme un petit rire étouffé. Il regarda le bracelet. Les pierres violettes pulsaient doucement, au même rythme que la respiration de Fatou. Moussa chassa cette pensée. Non, pas maintenant. Laisse-moi tranquille. Les mois de bonheur s'enchaînèrent. Fatou tomba enceinte. La nouvelle fit exploser le cœur de Moussa de joie. Il allait être père. Il allait créer la vie. C'était la preuve ultime qu'il n'était pas maudit. Un monstre. 7 de 15 ne peut pas donner la vie, n'est-ce pas? Il devint le mari parfait. Il accompagnait Fatou à chaque visite médicale. Il peignit lui-même la chambre du bébé en bleu ciel. Il acheta les meilleurs berceaux, les jouets les plus doux. Pendant 9 mois, la femme de nuit disparut totalement. Pas un rêve, pas une apparition. Moussa était persuadé qu'elle était partie pour toujours. Il se disait que le bracelet n'était plus qu'un simple porte-bonheur inerte. Le jour de la naissance arriva. C'était une nuit d'harmattan, ce vent sec et poussiéreux qui vient du désert. À la maternité privée, les cris de Fatou cessèrent soudainement pour laisser place au plus beau son du monde, le pleur d'un nouveau-né. L'infirmière sortit, un sourire aux lèvres. « C'est un garçon, monsieur Moussa, un guerrier. Il pèse 4 kilos. » Moussa entra dans la chambre, tremblant d'émotion. Fatou, épuisée mais rayonnante, tenait le petit paquet de linge blanc. Moussa s'approcha. Il regarda le visage de son fils. Il l'appela Ousmane. Le bébé ouvrit les yeux. Ils étaient grands, noirs, innocents. Il agrippa le doigt de son père avec sa petite main. À l'instant précis où la peau du bébé toucha la peau de Moussa. Birgilor. Moussa retint un cri de douleur. Son poignet. C'était comme si on venait de lui poser un fer rouge sur l'os. Il recula brusquement, manquant de faire tomber une chaise. « Moussa, qu'est-ce qu'il y a » s'inquiéta Fatou. « Rien, rien » mentit-il, le front couvert de sueur froide. « C'est l'émotion, juste l'émotion. » Il sortit dans le couloir haletant. Il releva la manche de sa chemise de soie. Le bracelet brillait d'une lueur aveuglante. Les 7 pierres violettes tourbillonnaient comme des petits cyclones. Et soudain, la première pierre s'éteignit. Elle devint noire, terne, comme un œil crevé. Juste une pierre éteinte. Moussa fixa le bijou, le cœur battant à tout rompre. Il ne comprenait pas. Pourquoi la pierre s'était-elle éteinte? Qu'est-ce que cela signifiait? Une odeur d'eau saumâtre envahit le couloir aseptisé de l'hôpital. Une voix, douce et terrible, glissa dans son esprit. « Il est magnifique, Moussa. Tu as bien travaillé. La graine a germé. Maintenant, il faut laisser le fruit mûrir. Juste un peu. » Moussa retourna dans la chambre. Il regarda son fils Ousmane qui dormait paisiblement. Il regarda sa femme qui lui souriait avec amour. Et pour la première fois depuis des années, la terreur pure, celle qui glace les entrailles, s'empara de lui. Il venait de comprendre.
Il n'avait pas construit une famille. Il avait préparé un festin. Il serra son fils contre lui, comme pour le protéger de lui-même. « Je ne laisserai rien t'arriver, murmura-t-il férocement, même si je dois tuer le diable en personne. » Mais le diable était à son poignet et il avait la patience de l'éternité. Moussa avait réussi à voler 4 années de bonheur au destin. Le petit Ousmane avait grandi. C'était un enfant magnifique, un mélange parfait de la force de son père et de la douceur de sa mère. Il avait ce rire en cascade qui faisait oublier à Moussa, pour quelques instants, le poids froid à son poignet. Mais Moussa ne dormait jamais vraiment. Il était devenu un père paranoïaque. La villa était devenue une forteresse. Il avait engagé des gardes pour surveiller la porte de la chambre d'Ousmane. Il avait fait venir des marabouts du Mali pour enterrer des gris-gris de protection aux 4 coins de la maison. Il pensait pouvoir tricher. Il pensait, si je protège son corps avec de l'acier et son âme avec des prières, la chose ne pourra pas l'atteindre. Il avait tort. On ne protège pas quelqu'un contre une dette que l'on a soi-même signée. Le drame frappa la veille du 4e anniversaire d'Ousmane. La journée avait été parfaite, une fête grandiose, des clowns, des gâteaux, des centaines d'invités. Moussa regardait son fils souffler ses bougies et pour la première fois, il baissa sa garde. Il se dit « Elle a oublié, le bracelet n'a pas bougé depuis la naissance, c'est fini ». La nuit tomba sur la villa, une nuit lourde, sans vent, étouffante. Moussa se coucha aux côtés de Fatou. Il sombra dans un sommeil profond, un sommeil sans rêve, assommé par l'alcool et le soulagement. 03h00 du matin, l'heure du loup. Moussa fut réveillé non par un bruit, mais par une douleur. Une douleur fulgurante, atroce, comme si on lui arrachait le bras. Il ouvrit les yeux en hurlant, saisissant son poignet. Dans l'obscurité de la chambre, le bracelet brillait, mais pas de sa lueur violette habituelle. Il brillait d'un rouge sang, violent, pulsatile, comme une alarme silencieuse. La pierre qui s'était éteinte à la naissance d'Ousmane, elle était en train de se fissurer. Un froid polaire envahit la pièce. La température chuta de 10 degrés en une seconde. Moussa saute. Il bondit du lit, ignorant Fatou qui se réveillait en sursaut. « Ousmane !» hurla-t-il. Il courut dans le couloir. Ses pieds glissaient sur le marbre. Le couloir semblait s'étirer, devenir interminable, comme dans un cauchemar où l'on court sur place. Les gardes devant la porte de l'enfant, il dormait debout. Abonnez-vous et mettez en commentaire. Suite pour la 2e partie qui change tous. Le combat entre Moussa et la femme de nuit, qui gagnera?